Bonjour, bienvenue dans la semaine des SCPI Perial Asset Management. Il y a 2 jours, on avait fait un plateau pour parler de la situation de l'immobilier et des SCPI. Et maintenant, à l'heure des assemblées générales, on va rentrer dans le détail de chacune des SCPI de la gamme de Perial Asset Management. Aujourd'hui, pour parler du Grand Paris, je reçois 4 invités. Laetitia Bernet, directrice commerciale et marketing de Perial Asset Management. Bonjour Laetitia. Bonsoir. Avec nous également la directrice RSE et innovation Anne-Claire Barbery. Bonjour, bonsoir. Avec nous Rémi Juzon, qui est fund manager SCPI chez Perial Asset Management. Bonjour. Et également avec nous le directeur général délégué de Perial Asset Management, Loïc Hervé. Loïc, bonjour. Bonjour Jean-François. La règle du jeu, on est ensemble pendant une petite demi-heure pour se focaliser sur cette SCPI, pour regarder les éléments que vous avez dans vos rapports de gestion annuels, pour réfléchir aux perspectives, pour répondre à mes questions, pour répondre aux questions des associés. Je vous propose tout de suite de commencer par faire un point sur cette SCPI qui est la plus vieille de la gamme de Perial, Laetitia. Absolument. PF Grand Paris a été créé il y a 55 ans, donc la première SCPI lancée par Perial à sa création il y a 55 ans, avec cette stratégie d'investir dans le Grand Paris. Et pour remplir un objectif de fabriquer un patrimoine sécurisé qui se valorise dans le temps, au travers soit d'augmentation de prix de part, soit de plus-value. La belle image de la capitale nationale. Anne-Claire, cette SCPI est-elle labellisée ISR et depuis combien de temps? Absolument. PF Grand Paris est labellisée ISR depuis début 2022. Donc elle suit la même logique de stratégie ESG dite Best in Progress, donc d'amélioration continue des performances extra-financières des actifs immobiliers, en ayant cependant une particularité, puisque sur PF Grand Paris, nous avons choisi de définir un objectif extra-financier sur la biodiversité urbaine. C'est-à-dire, en pratique? En pratique, on a conçu un indicateur de mesure d'impact biodiversité avec des experts écologues pour estimer la contribution des actifs immobiliers aux trames écologiques, mais aussi au bien-être et au lien social sur les actifs. Donc on mesure cet indicateur et on s'engage à l'améliorer dans le temps. Parfait. Grand Paris, Rémi Juzon, je viens vers vous. On en entend beaucoup parler. En pratique, c'est quoi? Alors le Grand Paris, effectivement, c'est un projet qui est titanesque. C'est un des projets de développement et de structuration d'un espace inouï en Europe, qui porte entre 2015 et 2030 sur une vraie restructuration de l'espace. Donc c'est essentiellement des nouvelles lignes de transport qui vont créer des nouveaux pôles économiques, de logement, et dans lesquels donc notre SCPI veut s'inscrire. Ce Grand Paris, il offre évidemment de multiples opportunités et c'est là-dedans, c'est cette SCPI qui va aller chercher ces opportunités qui, on l'estime en tout cas, vont générer des revalorisations de patrimoine et des revalorisations de zones à terme et c'est ici qu'on va investir. Ok, alors Loïc, je me tourne vers vous parce que vous étiez là lors de la première émission et je vous ai bien écouté. Et dans la première émission, vous nous aviez dit « Ouais, mais quand on regarde la situation du marché locatif, etc., on voit quelque part que je peux pas vous donner une réponse qui est globale parce que en fait, il y a des spécificités très différentes. Si on regarde la région parisienne, qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui va un peu moins bien? Déjà, on peut donner une première réponse globale, c'est que c'est le premier marché européen du bureau avec plus de 55 millions de mètres carrés et son quartier d'affaires, la Défense, qui est également le premier marché du bureau en matière de quartier d'affaires européen. Ensuite, quand on regarde dans le détail sur le marché, clairement, il y a des zones qui fonctionnent plus ou moins bien puisqu'on a des taux de vacances très différents et je pense que c'est un bon juge de paix. Entre un quartier central affaires parisien qui est à près de 3% de taux de vacances aujourd'hui et certaines zones en périphérie où on est à 20%. Donc ça, c'est la situation à date. Et puis, par rapport à ce qu'indiquait Rémi tout à l'heure, ce qui est très important, c'est de projeter la future carte du métro du Grand Paris pour anticiper les zones de désirabilité, donc avec des accessibilités en transport, et celles qui vont évoluer. Donc tout le travail de l'asset manager, c'est un petit peu d'arbitrer ses actifs entre les zones qui vont progresser, celles qui vont effectivement devoir se transformer, peut-être réduire la jauge bureau pour faire autre chose, et donc voilà, c'est ça la réalité du marché aujourd'hui. Donc un marché vraiment pluriel sur lequel il faut être à la fois vigilant et dynamique en termes d'asset management. Ok, on va regarder ce marché sous 2 axes. Vous nous avez parlé de taux de vacances, donc c'est la partie gestion. On parlera tout à l'heure de la partie investissement et de la partie valorisation. Rémi, je viens vers vous. Parlons de gestion. Il y a un indicateur
qui est un indicateur important dans la gestion des SCPI, qu'on appelle dans le jargon le TOF. Alors déjà, pardon, mais TOF, qu'est-ce que ça veut dire? Et dites-moi ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est qu'à priori, si mes fiches sont exactes, les règles ont changé sur les calculs, les règles de place, pas chez vous, mais les règles de place sur les calculs de TOF ont changé, et donc les chiffres sont pas tout à fait comparables. Expliquez-moi. Exactement. Alors le TOF, donc c'est le taux d'occupation financier qui s'oppose au taux d'occupation physique. Le taux d'occupation physique, c'est un indicateur qui est moins regardé. C'est tout simplement le nombre de surfaces libres en mètres carrés sur le nombre total de surfaces du patrimoine, alors que le TOF va ajouter une dimension financière en fait à ces surfaces. Une surface à Paris ne vaut pas la même chose qu'une surface dans un autre endroit de la France. D'accord, le TOP et le TOF, et puis ça c'est aussi lié au fait qu'on peut avoir éventuellement des locataires qui ne paient pas des loyers parce qu'on a des schémas de franchise, etc., qui se sont beaucoup développés. Donc on peut avoir un TOF élevé, un TOP un peu plus faible. Exactement. Exactement. Mais il faut regarder les deux indicateurs en SCPI, c'est toujours intéressant pour les associés d'avoir les deux indicateurs. Désormais sur la règle, effectivement, elle a changé en 2021. La règle, donc, qui est une règle de place, elle intègre en fait à ce TOF plusieurs éléments. Avant, on était uniquement sur les surfaces qui sont louées et qui génèrent du revenu. On divisait les loyers totaux divisés par les loyers potentiels plus les loyers totaux. Aujourd'hui, on va inclure les franchises et c'est là, je pense que la différence est la plus majeure, c'est qu'on va inclure les locaux qui sont sous franchise de loyer dans cette définition du TOF. Pourquoi? Parce que concrètement, des locaux qui sont sous franchise de loyer, ils sont déjà occupés par des locataires. La franchise, elle peut durer 2, 3, 4 mois, mais les locaux sont occupés. Donc c'est pour ça qu'ils ont été intégrés à ce calcul du TOF. Et c'est là, pour moi, la différence majeure entre les deux méthodes, c'est vraiment que c'est matérialisé, ces franchises sont matérialisées, mais on le voit, hein, quand on le décompose, on a bien la différence entre locaux occupés, locaux sous franchise, locaux sous promesse de vente et locaux en restructuration. Alors justement, on va re-regarder les chiffres. On va les comment. Je vais vous dire comment je les lis moi en tant qu'associé, puis vous me dites si je me trompe ou pas. Donc 7,2%, c'est la dernière ligne, alors qu'on a un global à 92,8%. 7,2% en recherche de locataires. Donc ça veut dire il y a personne Absolument. Dans les locaux et on cherche à trouver quelqu'un qui veuille bien les prendre. C'est tout à fait ça. 0,4% en restructuration, ça veut dire que vous avez des immeubles. Et vous êtes en train de vous dire, cet immeuble-là, il doit pas plaire à Anne-Claire, il doit falloir faire des travaux pour le mettre à niveau. Et donc, du coup, on l'immobilise, on dépense de l'argent dans cet immeuble-là, et en contrepartie, on n'a pas de loyer. Exactement. Et donc, il est vraiment sorti de cette notion de vacances et occupation, parce que de fait, il est en travaux, donc il est un peu hors sujet. Sous promesse de vente? Sous promesse de vente, donc on y reviendra hein, tout à l'heure, on a toujours des locaux sous promesse de vente, on a une rotation naturelle du portefeuille. Laetitia l'a dit tout à l'heure, on a un volume important de cessions sur le patrimoine qui génère des plus-values, et donc on a toujours une partie qui est sous promesse. Donc on isole aussi cette partie-là pour montrer aussi, pour donner des perspectives à nos associés. Ok, 2% franchise de loyer ou pour ce nouveau locataire. Voilà, donc c'est les locaux qui viennent d'être pris par des locataires et qui vont générer des revenus dans 1 mois, 2 mois, etc., mais qui n'en génèrent pas sur le trimestre en cours. Loïc, que je comprenne bien, là encore, on parle de franchise de loyer, c'est une expression qu'on retrouve de plus en plus souvent dans le monde du SCPI. Ça veut dire qu'on autorise le locataire à pas payer tout son loyer, et on lui fait une sorte de ristourne. C'est une ristourne qui est une ristourne ponctuelle ou c'est une ristourne qu'on fait sur toute la durée du bail? Parce que vous comprenez que moi, mettez-vous à ma place. Moi, je suis associé. Si le gars, on lui dit, on te fait 3 mois de ristourne et tu peux pas pendant 3 mois, je préfère que vous lui disiez, tu vas baisser un peu tous les mois, que pendant 3 mois où il y aura pas de revenus pour la SCPI et par conséquent, il y aura pas de revenus pour moi. Alors, faut pas le prendre sous le terme ristourne parce que c'est plutôt une action de place qui est liée à un loyer global. Donc, il faut le prendre simplement à un moment donné comme un loyer qui va être chargé plus fort, effectivement, à certaines périodes et chargé moins fort à d'autres périodes, souvent en début de contrat de location parce que ça aide également le preneur à s'installer dans les lieux, à payer ses frais d'aménagement, etc. Donc, c'est une pratique de place qui existe, qui est effectivement un peu plus importante en Île-de-France qu'elle peut l'être en région. Et elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de la durée du contrat de location, parce que plus le contrat de location est long et plus on peut consentir de franchise en contrepartie au preneur, et également de la taille de l'actif. Plus l'actif va être important, plus ça va être élevé, et vice-versa. Donc il faut pas le voir comme une espèce de ristourne de promotion, effectivement. C'est globalement qu'il faut l'apprécier, et c'est bien en partie pour ça d'ailleurs que la SPIM a proposé de la réintégrer dans les taux d'occupation financiers. Anne-Claire, vous
Vous m'avez parlé lors de la première émission du travail qui a été fait sur les critères RSE, à la fois sur l'investissement et à la fois sur la gestion. Tout à l'heure, vous nous avez dit on est best in progress. Moi, j'ai une question à vous poser puisqu'on est sur l'activité sur le locataire. Vous me dites si j'ai mal compris. Lors de la première émission, vous m'avez dit grosso modo, on doit faire des efforts avec le décret tertiaire et ces efforts, ils sont portés par le propriétaire et par le locataire. Est-ce qu'on arrive à facilement à encourager les locataires à faire des efforts? Alors c'est un sujet qui est complexe évidemment. Ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'avancée des réglementations, les locataires ont une écoute plus attentive puisqu'il peut y avoir des sanctions. Il y a aussi un risque d'image puisque si d'un côté les grandes entreprises déploient des stratégies RSE qui doivent se concrétiser, se matérialiser à l'échelle de leur lieu de travail, mais qu'en contrepartie ils ne respectent pas les réglementations, il y a un peu un écart. Donc on voit que les locataires sont de plus en plus enclins à travailler ensemble avec nous, avec leurs bailleurs. Néanmoins, on est toujours en amélioration continue justement, à travailler avec eux pour les sensibiliser, pour leur demander des consommations réelles. Et ça se traduit notamment avec le décret tertiaire, mais aussi avec le dispositif qu'on appelle annexe environnementale, qui nous permet en fait de faire signer des annexes environnementales au baux de plus de 1000 m² sur les surfaces que l'on met à disposition des locataires, ce qui déclenche automatiquement sur l'année la tenue d'au moins un comité vert. Donc c'est une réunion lors de laquelle on fait le bilan environnemental de l'actif sur l'année passée et sur l'année suivante, on se projette sur des plans d'action d'amélioration. Ok. Laetitia, vous nous disiez il y a de cela quelques instants que c'était la plus ancienne de la gamme de Perial. Aujourd'hui, elle a quelle taille? Elle pèse quel poids, cette SCPI? Elle a une capitalisation d'1,2 milliard. Donc, c'est une SCPI d'une certaine taille, d'une belle taille, pour offrir à ses associés de la diversification et de la diversification du risque, diversification des loyers également perçus. Ok, alors justement, ça est ma question. Nettement plus de 1 milliard d'encours. En pratique, combien il y a de locataires? Parce que on évoque toujours la diversification. On se dit, moi, j'investis dans une SCPI, c'est bien parce que c'est diversifié. C'est pas comme si j'achetais un appartement à côté de chez moi et que je le loue à mon voisin. La diversification, aujourd'hui, si on regarde un peu les relations qu'il y a entre la SCPI et les locataires, si on résume en quelques chiffres, il y a combien de baux? Alors, je crois qu'on est autour de 400 baux sur PF Grand Paris. Donc, effectivement, ça nous donne une belle diversification. On a des sujets avec évidemment nos 400 locataires. Et c'est quelque chose auquel on s'attache en SCPI, c'est de diversifier au maximum notre portefeuille. Et donc c'est évidemment un des critères à l'acquisition. On évite d'acheter des trop gros immeubles loués à des monolocataires. On préfère aller se positionner, enfin en tout cas construire un patrimoine qui est à la fois diversifié sur les locataires, mais aussi on a quelques immeubles emblématiques loués, notamment les sièges sociaux des entreprises qui vont être loués à des monolocataires. Ok, je vois le rendement immobilier du portefeuille aujourd'hui est à 5,1%. Loïc, je me tourne vers vous pour parler investissement. Aujourd'hui, dans les règles que vous vous fixez, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on n'achète pas à moins de 5, à moins de 6. Est-ce que dans un environnement où il y a eu une sorte de repricing, on est en train de revoir les critères? En 2023, oui, clairement, on a des décompressions de taux qui permettent de saisir des opportunités. C'est le jeu des évolutions de marché. On est dans cette évolution de cycle aujourd'hui, donc ça apporte des opportunités en termes de taux. Mais le taux n'est pas le seul driver, et donc ça c'est extrêmement important. La création de valeur à moyen et long terme est également un sujet très important parce qu'à la fin de la journée, on va regarder ce qu'on appelle le total return, c'est-à-dire à la fois le rendement locatif effectivement produit, le rendement en capital. L'extra-financier est également extrêmement important. Donc, tout actif immobilier qui rentrerait pas dans le stop extra-financier ne cocherait pas l'ensemble des cases de programme environnemental évoqué par Anne-Claire, ne rentrerait pas dans le patrimoine.
Et puis enfin, on en a parlé, il faut le relier à la carte du Grand Paris aujourd'hui, sur PF Grand Paris, clairement. Il faut faire le jeu de l'évolution des lignes de métro et anticiper ce que va être l'avenir. Donc, c'est l'ensemble de ces critères-là qui nous fait prendre une décision d'investissement et pas seulement le rendement instantané qui est l'alpha et l'oméga. Rémi, ça m'amène une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on voyait un tableau avec QCA de première couronne, deuxième couronne, la défense, etc. Est-ce que votre logique, c'est ça? Ou est-ce que finalement, au vu de ce que vous nous avez dit, votre logique, c'est plutôt ligne de transport? Alors, on a plusieurs logiques. Sur PF Grand Paris, on a un patrimoine existant qui est assez bien réparti dans les zones bureaux du Grand Paris. Donc, on a une logique de se renforcer sur les zones qu'on considère les plus prime, donc c'est-à-dire les plus celles où on considère on a encore de la valeur à aller créer, donc Paris, sa première couronne, enfin Ouest, etc. Mais effectivement, on a aussi cette volonté d'aller chercher les valeurs, enfin les lieux qui vont progresser. On a aujourd'hui 25% de notre patrimoine qui est situé sur une gare du Grand Paris qui va ouvrir dans les prochains mois, et on pense en tout cas qu'il y a des belles perspectives de revalorisation sur ces immeubles-là. Donc, on va à la fois aller se consolider sur des zones qui sont très établies et auxquelles on croit parce qu'on sait que on aura toujours un besoin de bureaux sur ces zones-là, mais aussi on va aller miser sur d'autres zones un peu plus neuves avec des nouveaux immeubles de qualité et qui vont justement redessiner un petit peu la carte du Grand Paris des bureaux. Qu'est-ce que vous avez acheté cette année? Vous avez fait beaucoup d'investissements cette année? Alors effectivement, en 2022, on a eu une année assez record d'investissement. On a investi à peu près 455 millions d'euros sur le patrimoine. Donc aujourd'hui, le patrimoine, il fait 1,467 milliard. Donc vous voyez que l'investissement a été significatif sur 2022. On a acheté, je dirais, 3 grandes typologies d'actifs. D'abord, on a acheté des immeubles qui sont dans des zones très établies, comme je le disais, et qui sont loués pour des sièges sociaux dans des immeubles récemment rénovés avec des baux très long terme. Ça, c'est vraiment ce qui va générer le revenu de la SCPI. Donc ça, et ce sur le long terme. La deuxième partie d'actifs qu'on a pu acheter, c'est des plateaux de bureaux dans des copropriétés où nous sommes déjà présents. Donc, on l'a fait par exemple à Boulogne, mais aussi rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, où là, on achète de manière plus opportuniste quand des plateaux de bureaux se libèrent et on a un projet ensuite de remembrement de la copropriété et donc de création de valeur sur ces immeubles. Et enfin, on a un troisième type de produit qu'on a acheté cette année, c'est des immeubles de rendement, c'est des immeubles qui vont générer un rendement immédiat. Et donc ça, c'était la dernière acquisition de l'année sur notre immeuble de Seine-Avenue, où on va chercher plutôt du taux immobilier pour servir un rendement à nos associés. Donc Anne-Claire Barbery, sur toutes ces acquisitions, il y a un immeuble particulier où donc la règle, c'est qu'ils doivent avoir la note minimale, donc ils doivent tous l'avoir. Mais il y a un immeuble particulier qui est un peu atypique dans la stratégie. Alors effectivement, tous les immeubles qui ont été achetés ont bien validé cette note seuil ESG à l'acquisition. Et parmi les acquisitions que Rémi vient de citer, on peut effectivement noter que l'immeuble Nest à Courbevoie a une note particulièrement élevée. De mémoire, c'est 67 sur 100 pour un seuil à 35. Donc on voit qu'il est bien au-dessus du seuil, puisqu'il a été restructuré selon une logique bas carbone. Allez, question d'associés. Qui va un peu rebondir justement sur les investissements et sur ce qu'on disait lors de l'émission il y a 2 jours. Suite au Covid et au changement concernant les habitudes de travail, augmentation du télétravail, ne va-t-on pas voir une diminution du besoin en immobilier de bureau dans les années à venir? Alors, pardon, mais j'ai pas les prénoms des associés. Je vous invite à regarder la réponse lors de la première émission. Donc, vous pouvez regarder le replay de lundi. La réponse, grosso modo, je vous la donne, c'est le bureau reste un bon actif, mais il faut être clair, ça sera plus tout à fait comme avant. Je suis à peu près résumé. C'est plus tout à fait comme avant, effectivement. Immanquablement, le télétravail provoque des réductions de surface chez un certain nombre de clients, mais comme l'avait évoqué Eric Cosserin dans le précédent webinaire que vous évoquez, les stratégies sont très différentes d'une entreprise à l'autre, selon leur taille, selon leur zone géographique, selon leur activité. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas avoir de généralité. Mais du coup, je veux vous poser ma question. Je veux vous poser ma question d'associé parce que moi, j'ai regardé les papiers, j'ai vu qu'il y avait 96% de bureaux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans la stratégie de la SCPI de se dire, on est dans un endroit magnifique, le Grand Paris, mais aujourd'hui, on a beaucoup de bureaux. L'avenir, c'est peut-être se diversifier un peu. Qui veut y aller? Rémi, Loïc? Ouais,
ça reste une SCPI bureau. Et on a vu que le travail d'asset management, d'arbitrage, d'acquisition fait que il faut la repositionner en permanence. Et c'est ce qu'on fait depuis 55 ans et c'est ce qu'on va continuer à faire avec ce projet extraordinaire du Grand Paris. Donc on peut faire le pari du Grand Paris parce que très sincèrement, on est sur un territoire extraordinaire qui répond vraiment à cette demande de bureau. En même temps, la diversification est un point effectivement très positif qu'on a mis à l'ordre du jour de la plupart de nos fonds et donc de PF Grand Paris, dans lesquels on peut faire tout à fait de l'hôtellerie demain. D'ailleurs, on est en train de se positionner sur une opération à l'heure actuelle sur ce sujet-là, ou sur d'autres classes d'actifs très résilientes qui vont permettre d'équilibrer les portefeuilles également en termes de cycle immobilier, puisqu'ils ne fonctionnent pas toujours sur les mêmes moments de marché. Ok, tout à l'heure vous nous disiez qu'il y avait eu beaucoup d'investissements qui avaient été faits. Il y a aussi beaucoup d'arbitrages qui sont faits? Absolument. Alors les arbitrages font partie intégrante de la stratégie de Grand Paris. Grand Paris est une SCPI, comme l'expliquait Laetitia, ancienne. On a acheté des immeubles dans les années 70, 80, 90, etc. Donc on a des immeubles qu'on considère aujourd'hui matures, qui quand on les vend ne dégagent plus d'impôts sur les plus-values. Et donc on a une vraie stratégie d'aller faire tourner notre patrimoine, aller chercher cette plus-value pour pouvoir la redistribuer à nos associés. Il y a des débats, Laetitia, sans savoir si c'est les SCPI, les jeunes ou les pas jeunes, c'est ce qui est le mieux. Vous considérez que c'est un atout d'avoir finalement toute cette historique et cette collecte qui est venue progressivement? Bien sûr, c'est un atout d'avoir un patrimoine dans cette SCPI qui a été constitué à différents momentum des différents cycles immobiliers. Ce qui nous permet aujourd'hui, dans une période de cycle immobilier a priori plutôt, enfin qui baissière, de pouvoir continuer à vendre des actifs, des immeubles qui continuent à générer des plus-values. Ok. Si je regarde, il y a une question technique qu'on avait abordée lors de la première partie et qui intéresse beaucoup les associés, c'est le sujet de l'endettement. Donc les 450 millions, quand on regarde la collecte de l'année précédente qui restait, quand on regarde la collecte de l'année plus les arbitrages, on voit bien qu'il y avait eu un peu d'effet de levier. Aujourd'hui, le taux d'endettement, il a vocation à être géré comment sur cette SCPI, Loïc? Avec prudence dans un moment de marché où effectivement la dette est à un coût élevé. Donc très clairement, on est extrêmement sélectif sur le montage de la dette. On est plutôt dans un travail d'anticipation, de remboursement des lignes qui coûteraient trop cher. Aujourd'hui, monter des lignes de dette dans le moment de marché dans lequel on est, c'est un sujet un petit peu compliqué. Et donc, il faut qu'il y ait un vrai écart significatif entre le taux de rendement de l'actif immobilier et le coût de son financement pour que ça ait du sens aujourd'hui. Donc, on a clairement cette vision prudente sur une SCPI qui n'était pas fortement endettée. Et il faut rappeler également que la dette qui a été montée, elle a été montée sur ces 5 dernières années, donc à des niveaux très bas, et donc qui bénéficie à l'effet relatif du fonds. Mais très clairement aujourd'hui... Juste qui bénéficie à l'effet relatif, ça veut dire que le fait que l'on emprunte, le coût de l'emprunt coûte moins cher que les immeubles dans lesquels on investit. Oui, et ça permet donc d'améliorer la performance du fonds. On a monté de la dette à 1,5-2%. Donc voilà, il faut le rappeler. Et donc avec des durées de 5-7 ans sur les fonds. Donc ça, c'est très positif pour les fonds. Et bien entendu, celle-ci, on n'y touche pas. En revanche, celle qui arrive à échéance, qui nécessiterait des renégociations dans un contexte de marché qui est compliqué à l'heure actuelle sur le financement, on a plutôt tendance à les rembourser, à baisser le volume de dette d'une façon très prudentielle. Ok. On a une question d'associé qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la valeur de part depuis mai 2021. Quand prévoyez-vous une augmentation de cette valeur? On a une autre question qui dit le prix de la valeur de part va-t-elle augmenter? Pour la partie pédagogique, je vous renvoie à l'émission d'il y a 2 jours où on avait expliqué tous les éléments de mécanique de valeur de prix. Je vais vous poser ni l'une ni l'autre comme question. Je vais vous poser une 3e question. Comment a évolué la valeur d'expertise de la part? À la première émission, on avait vu avec Loïc qu'il y avait 3 forces qui, quelque part, s'opposaient. Il y avait, d'un côté, la hausse des taux d'intérêt qui était un élément négatif. Il y avait la situation économique qui pouvait être un élément négatif ou positif, ça dépendait de l'occupation. Et puis, il y avait le sujet de l'inflation qui pouvait être un élément positif si on était capable de réindexer les loyers. La valeur de part de PF Grand Paris, elle a évolué comment en 2022, Rémi? Alors la valeur de part, nous ne l'avons pas bougée pour la simple et bonne raison qu'on reste dans cette démarche prudentielle. Aujourd'hui, on est dans un marché qui a été bouleversé à partir de, on va dire, juillet 2022, où
on s'attendait à des baisses de valeur des immeubles et effectivement, on a constaté des baisses. Je rappelle que les SCPI bureaux... on a constaté la valeur d'expertise de PF Grand Paris, parce qu'elle fait combien? Elle a baissé de 0,5% dans un marché qui, pour les SCPI bureaux, a décroché de 2,1%. Donc effectivement, on a constaté une baisse des valeurs des bureaux et PF Grand Paris s'est mieux positionné par rapport à ces SCPI bureaux parce que ça témoigne de la vraie résilience en fait de ce patrimoine immobilier francilien qui a bien résisté pendant ce choc. Nous, notre approche chez Perial, c'est que aujourd'hui, on a encore beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer, sur les valeurs. Et donc, on a fait le choix, en tout cas, de ne pas faire évoluer le prix de la part parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on reste dans une approche prudentielle, on reste à notre prix de part et on verra dans quelques années quand les... On est comment dans le tunnel ? Alors, on est très bien puisqu'on a notre valeur qui est au-dessus de notre valeur de reconstitution, qui est au-dessus de notre prix de part. Donc, ça veut dire qu'on a un matelas qui est très largement suffisant pour notre SCPI. Voilà. En revanche, ce qu'on a fait, c'est que pour compenser cette perte de performance pour nos associés, parce que ça fait partie de la performance de Grand Paris d'apporter cette revalorisation de prix de part, on a distribué des plus-values de cession. Des plus-values de cession, on en a généré au cours de l'année 2021, on en a distribué en 2022, et celles de 2022 seront distribuées au cours de l'année 2023 sous réserve du vote d'Assemblée générale, et on en constitue pour les années à venir également pour compenser ce manque de performance. Alors, je reviens là-dessus, juste une petite parenthèse, parce que je me décrypte pour les non-experts. Quand je dis on est comment dans le tunnel, je précise que la valeur de part d'une SCPI de capitalisation, il y a la valeur de reconstitution, et la valeur de part doit être fixée dans un tunnel entre plus 10 et moins 10, d'où mon léger raccourci. Vous reconstituez, il y a aujourd'hui, Laetitia nous disait historique, etc., avec l'intérêt d'investir à différents moments. Il y a aujourd'hui un format là de plus-value latente dans l'actif. Effectivement, il y a une réserve qui est assez importante puisque nous avons acheté des actifs depuis des années. Donc on a, alors ça serait difficile de vous l'estimer aujourd'hui. On l'a effectivement sur la valeur des comptes, mais la valeur des immeubles évolue régulièrement. Mais on sait qu'on a des réserves importantes et notamment sur nos actifs qui sont situés en région, qui sont aujourd'hui nos principales cibles d'arbitrage. Et ces immeubles-là nous génèrent des plus-values et c'est ceci en priorité qu'on vend pour aller distribuer ensuite les plus-values. Loïc Hervé, la stratégie de la maison sur ces SCPI, c'est d'annoncer des fourchettes de distribution. La fourchette de distribution sur PF Grand Paris, on est entre 4,10 et 4,40% sur PF Grand Paris. On estime qu'on peut avoir un taux de distribution équivalent à celui de l'an dernier aujourd'hui. Ok, on rappelle, l'an dernier, taux de distribution de 2022, on est en train de le voir, c'est 4,32. Absolument. Légèrement au-dessus de la moyenne de la place. La moyenne des SCPI bureaux était de 4,20, donc on est légèrement au-dessus de la moyenne, effectivement. Et là-dedans, vous nous avez dit qu'il y avait de la plus-value, il y avait du revenu courant et il y avait de la plus-value. Exactement. On rappelle pour conclure la performance de cette vieille SCPI qui a beaucoup été bougée, puisqu'en fait, elle n'était pas à Grand Paris il y a 55 ans. Elle est restructurée. Il y a d'ailleurs, je crois, encore un tout petit peu de province qui doit rester dans l'actif. Performance depuis l'origine. Effectivement, on a 7% de région et comme je vous le dis, c'est la partie qu'on cède. Et la performance depuis l'origine, on est à 9,46% de TRI, donc voilà, depuis la création de la SCPI. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui pour nous parler de PF Grand Paris. On poursuit cette semaine des SCPI Perial Asset Management. Et surtout, vous n'oubliez pas de voter ou de donner pouvoir. Allez, salut, à demain.